candidat de cette édition, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé à voter aux élections législatives du 6 mars. Un appel auquel il a associé l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, avec qui il est allié. En France, les sages-femmes sont en grève. Elles dénoncent leurs conditions de vie et de travail qu'elles souhaitent voir améliorées. Et puis la police espagnole a annoncé l'arrestation aux Canaries de 14 passeurs ayant transporté des centaines de migrants vers l'archipel espagnol, dont 3 sont morts dans la traversée. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la Côte d'Ivoire où l'ex-président et chef de l'opposition Henri Konan Bédié a appelé à voter aux élections législatives du 6 mars prochain. Il a lancé cet appel notamment pour les candidats de l'opposition afin d'éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans le pays. Dans un message lu à la presse à son domicile d'Abidjan, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé ce mercredi à voter massivement aux élections législatives du 6 mars prochain. Un appel auquel il a associé l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, avec qui il est allié. Allons tous voter. Votons pour les candidats de l'opposition que le président Gbagbo et moi-même appelons solennellement toutes les filles, tous les fils de Côte d'Ivoire, épris de fraternité et de démocratie, à participer aux élections législatives du 6 mars. Nous devons donc prendre la majorité à l'Assemblée nationale pour, premièrement, équilibrer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires afin d'éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans notre pays. Et Laurent Gbagbo n'ont pas reconnu la réélection en octobre dernier du président Alassane Ouattara à un 3e mandat, mais ils ont néanmoins décidé de participer aux législatives. Leur parti, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Bédié, et le FPI, le Front populaire ivoirien de Gbagbo, ont formé une alliance en vue du scrutin. Pour rappel, l'ancien président Laurent Gbagbo vit en exil à Bruxelles depuis son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale en 2019. Son retour en Côte d'Ivoire a été annoncé en décembre dernier, mais se fait attendre. Mahaman Ousmane porte lui-même la contestation après l'annonce des résultats provisoires du second tour de la présidentielle au Niger. Le candidat de l'opposition a déclaré avoir gagné cette élection avec 50,3% des suffrages exprimés. La compilation des résultats des PV en notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints, sous la menace d'armes à feu, à signer les PV
sans aucune possibilité de porter des observations. Pendant ce temps, au Bénin, les candidats à la présidentielle d'avril prochain, Corentin Koroué et Irénée Agossa, ont, à travers une sortie médiatique ce mercredi, clarifié la stratégie qui leur a permis d'être retenus pour participer au scrutin. Ils promettent de battre le président Patrice Talon au soir de l'élection. Le duo Koroué-Agossa, respectivement candidats au poste de président et de vice-président au scrutin électoral de 2021 au Bénin, sous la bannière du parti RLC, Restaurer la confiance, a expliqué à l'opinion publique la démarche qui lui a permis d'obtenir le parrainage et ainsi de remplir les conditions nécessaires à sa participation à la présidentielle. Face à ceux qui les accusent d'avoir été favorisés par le pouvoir, Irénée Agossa assure qu'il n'en est rien, que le jeu était ouvert et qu'il fallait avoir la bonne stratégie. À travers une intelligence politique inédite, nous avons pu avoir les parrainages. C'est ça le principe. Quand nous lisons et nous entendons les membres du parti dire que c'est un match amical entre les pro-Talon, vous comprenez avec nous qu'ils n'avaient pas l'ambition de faire partie Talon. Et quand ils disent que l'élection est exclusive, c'est qu'ils ne veulent pas assumer l'échec de leur démarche. Corentin Koroué et Irénée Agossa positionnent leur mandat comme celui de la transition, celle qui permettra au peuple béninois d'exprimer son choix. Le Bénin souffre d'un manque de confiance entre ses enfants, les institutions et les hommes, et l'un des défis du parti RLC sera de restaurer cette confiance. De cela, nous avons choisi pour thème, et surtout pour cette campagne, la restauration de la confiance. Sans cette restauration, nous ne pourrons rien faire. C'est pour ça que nous sommes pour un dialogue de vérité. Le candidat à la vice-présidence du parti Restaurer la confiance a rappelé que son parti est de l'opposition, une opposition qui combattra le président Patrice Talon sur ses propres installations. Au Nigeria, des combattants djihadistes ont tiré au mortier ce mardi contre la ville de Maiduguri dans le nord-est du pays. Ils ont tué 10 personnes et blessé 21 autres. Plusieurs obus se sont abattus sur la ville de Maiduguri, dont 2 ont atteint les quartiers densément peuplés d'Adankolo et de Gouangé. Nous avons 6 morts à Adankolo et 4 autres à Gouangé. En raison de ces obus de mortier, a déclaré le chef d'une milice pro-gouvernementale, Babakura Kolo, qui a ajouté que les obus ont été tirés par des terroristes de Boko Haram depuis Kaleri, en périphérie de la ville. Au moins 16 personnes ont été blessées à Gouangé et 5 à Adankolo, selon un autre chef de milice, Oumar Hari, qui a confirmé le bilan des morts. Un témoin, Samaïla Ibrahim, a expliqué que les djihadistes avaient escaladé des fossés protégeant Maiduguri pour entrer dans Kaleri où ils avaient ouvert le feu de manière sporadique, faisant fuir les habitants. D'après lui, les combattants sont ensuite partis en direction de Boboché, un village connu pour être un fief djihadiste. Capitale de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, Maiduguri, qui abrite plusieurs millions d'habitants, est la cible d'attaques récurrentes de Boko Haram. Depuis 2009, le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier et le lancement d'attaques meurtrières par les islamistes de Boko Haram. Hors du continent africain, les sages-femmes sont en grève en France. Elles dénoncent leurs conditions de vie et de travail qu'elles souhaitent voir améliorées. Elles étaient devant le ministère de la Santé ce mercredi à Paris. C'est un mot d'ordre de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, l'ONSSF. L'organisation a été reçue au ministère par visioconférence. Devant le ministère, quelques sages-femmes se sont mobilisées pour donner de la voix. Augmentation des salaires. Augmentation des salaires, c'est entre autres revendications de la plateforme. On se le dit au quotidien parce que l'obstétrique c'est l'art de l'imprévu, c'est-à-dire que les femmes elles accouchent le week-end, elles accouchent pendant les vacances, elles accouchent le jour, la nuit, et que ça on ne peut pas nécessairement le prévoir, et que quand on se retrouve avec une salle de naissance, avec 9 salles de naissance toutes occupées, que toutes les sages-femmes sont occupées dans les salles de naissance,
dans quelle mesure on met nos patientes en sécurité, dans quelle mesure on respecte la sécurité des soins. De se dire qu'on est une profession médicale qui a besoin de moyens, qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin de visibilité. Elles espèrent que les discussions avec l'organisation syndicale aboutiront à la prise en compte de leurs revendications. Et puis la police espagnole a annoncé ce mercredi l'arrestation aux Canaries de 14 passeurs ayant transporté des centaines de migrants vers l'archipel espagnol, dont 3 sont morts dans la traversée, parmi lesquels un enfant de 9 ans. Âgés de 19 à 45 ans, ces passeurs, une femme et 13 hommes, ont été identifiés par les migrants comme les organisateurs des traversées et les personnes chargées de conduire les embarcations de fortune dans lesquelles sont arrivés ces migrants en décembre et en janvier, a expliqué la police dans son communiqué. Ces passeurs sont de nationalité marocaine, malienne, gambienne, mauritanienne et guinéenne. Ils ont transporté au total 237 personnes, dont 26 mineurs, sans aucune mesure de sécurité, sans gilet de sauvetage, nourriture ou boisson, a souligné la police. En raison des conditions sordides et des traversées, 3 personnes sont mortes, dont un enfant de 9 ans, dont le corps fut jeté par-dessus bord en pleine mer. Une fois sauvé, sa mère a essayé de mettre fin à ses jours en se jetant à la mer et a dû être transportée vers un hôpital en état de choc. Ces passeurs facturaient la traversée des côtes africaines aux Canaries entre 2000 et 2500 €. Ils sont accusés d'avoir favorisé l'immigration illégale, tandis que 6 d'entre eux, impliqués dans les traversées où sont morts des migrants, sont également accusés d'homicide involontaire. 3 des passeurs sont en outre accusés d'appartenance à une organisation criminelle. La justice a ordonné l'incarcération de 13 d'entre eux. En 2020, 23 023 migrants sont arrivés sur l'archipel des Canaries, soit 8 fois plus que les 2687 personnes enregistrées l'année précédente, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.